équipe pour essayer de comprendre tout ça. S'il y a la clinique, il y a juste un myositis serré, c'est un signe de surdosage aussi. Non. Enfin, c'est un signe de surdosage. S'il y a que ça, franchement, non. Tu vois, le myositis, il est plutôt en imprégnation. Il n'est pas en surdosage. Les patients qui sont sous morphine, il sera en myositis. C'est pas parce qu'il sera plus serré qu'il sera en surdosage. Vraiment, le surdosage, c'est le coma ou la somnolence sévère et la bradypnée. C'est vraiment les deux signes. Bien sûr, les signes de surdosage, tu as aussi un myosis, qui peut être serré ou pas, et des myoclonies isolées. Il y aura d'autres symptômes avant, par exemple, l'euphorie et la somnolence. L'euphorie, bah ça plus une signe d'imprégnation. En fait, il y a des patients qui sont confus, euphoriques sous morphine. Donc ça, c'est un signe, bah, c'est un effet secondaire de la morphine. C'est pas un signe de surdosage. Et la somnolence, c'est une somnolence légère, c'est-à-dire un patient qui dort et qui est réveillable. C'est un signe d'imprégnation. Il faut imaginer que les malades, ils ont mal, vous les avez titrés en morphine, et à partir du moment où vous les avez titrés, ils ont plus mal. Donc en fait, ils ont le droit aussi de se reposer et de dormir. C'est un peu dur de faire la part des choses entre les deux. Vraiment, retenez-vous, le signe de surdosage, c'est en gros le coma et la somnolence modérée, c'est-à-dire en gros un malade que vous avez du mal à réveiller, et la bradypnée. C'est vraiment les deux signes. La prise en charge, c'est l'arrêt de la morphine, hein, évidemment. La position de Méassi, si vous pouvez, si vous le pouvez, ne le faites pas si les chirurgiens vous l'ont interdit. L'antidote, c'est l'analoxone. Et par contre, attention, ça enlève toutes les molécules de morphine, donc le malade va se réveiller douloureux. Et donc, il faut avoir anticipé avec d'autres molécules de d'autres paliers, parce que vous allez antagoniser l'ensemble des molécules de morphine en l'espace de quelques secondes. Si besoin, on peut le mettre en entretien en IVS. Pourquoi position demi-assise? Alors, est-ce que quelqu'un connaît la réponse? On respire mieux, ouais, c'est ça. En gros, alors c'est une façon de le dire, mais en gros, quand on est dans le coma ou quand on est en train d'être dans le coma, quand on est allongé, la langue, elle fait quoi? Elle va en fait vers l'arrière. Et donc, en fait, ça obstrue les voies aériennes. Au moins, quand vous êtes en position demi-assise, la langue, elle va vraiment rester au moins sur le plancher buccal. Et donc, elle ne va pas partir en arrière. Et donc, les patients vont mieux respirer. Les patients n'arrêtent pas de respirer sous morphine. Il est juste bradypnéique. Et donc, vous allez essayer de fluidifier au maximum la filière oropharyngée. Votre patiente se réveille après l'injection d'Aloxone. Après 1 heure en salle de réveil, elle a toujours très très mal puisqu'elle est à 8 sur 10. C'est une vésicule biliaire. Vous décidez à faire une anesthésie loco-régionale de la paroi abdominale. Avant de réaliser ce geste, vous cherchez une complication chirurgicale. Vous réalisez ce geste dans des conditions stériles. L'anesthésie loco-régionale est dépourvue de complications. Elle doit être éco-guidée. L'arrêt cardio-respiratoire est une complication fréquente. ABD, donc avant de réagir, vous cherchez une complication chirurgicale. Oui, un malade qui, après 1 heure de bloc, a toujours hyper mal, vous devez vous poser la question. Ça arrive assez rarement. Et vous devez vous poser la question de pourquoi il a mal au ventre. C'est pas normal d'avoir des douleurs à 8 sur 10. C'est normal d'avoir mal. Enfin, c'est normal d'avoir mal. Ça peut être normal d'avoir mal, mais avec des douleurs qui sont contrôlées et soulagées dès que vous lui donnez des antalgiques. Si malgré tous vos antalgiques, la patiente est toujours à 8 sur 10 ou 9 sur 10 ou 10 sur 10, vous devez vous poser la question de savoir s'il n'y a pas une complication chirurgicale. Le geste en conditions stériles, elle n'est pas dépourvue de complications. Éco-guidé, c'est obligatoire, effectivement. Maintenant, il y a des échographes partout, même dans les camions des SAMU, et donc il faut faire des échos, faire des échos, faire des échos. Et l'arrêt cardio-respiratoire est bien évidemment une complication non fréquente. Voilà, scopé, perfusé, éco-guidé, geste stérile. L'examen clinique, vous devez faire un examen clinique après pour s'assurer que vous avez bien endormi la zone. L'antidote des anesthésiques locaux, c'est l'émulsion lipidique. Et voici les toxicités possibles avec le goût métallique dans la bouche, les paresthésies, les bourdonnements d'oreilles, les convulsions, l'hypoxémie, l'arrêt cardiaque.
Le plus souvent étant le goût métallique et les paresthésies, et ça montre qu'il y a un peu d'anesthésie locale qui est passée dans le sang. Tout le reste étant bien sûr rarissime. Votre patiente est soulagée. Avant la sortie de la salle de réveil, vous vous assurez de certains éléments. Vous vous assurez de la présence d'une prescription post-op. Vous vous assurez de l'absence de saignement. Vous vous assurez de la présence de bruit aérique, la présence d'un compte-rendu opératoire dans le dossier et la contre-signature du chirurgien. C'est pareil, l'anesthésie locale et régionale. Non, les locales, c'est vraiment, tu vas endormir vraiment une petite zone très locale avec une toute petite aiguille sous-cutanée. Loco-régional, c'est un membre, un bras, une jambe, un ventre, une épaule, des choses comme ça. Local, c'est vraiment, c'est le chirurgien qui le fait, l'anesthésie locale, hein. C'est comme vous, quand vous faites une anesthésie locale pour, je sais pas moi, une ponction lombaire ou pose d'un cathéter ou des choses comme ça. Donc, AB, la présence d'une prescription, oui, hein, parce que ça, c'est vous qui faites la prescription post-op en tant qu'anesthésiste. L'absence de saignement, bon, en fait, oui, c'est l'absence de complications chirurgicales. La présence de bruit, bah non, hein, clairement, ça peut mettre plusieurs jours à récupérer l'iléus, notamment la chirurgie digestive. La présence d'un compte-rendu, non. En fait, il n'y a pas d'obligation à avoir un compte-rendu opératoire dans le dossier. C'est mieux, mais le chirurgien a aussi le droit de continuer sa journée de bloc opératoire et de faire ses comptes rendus qu'à la fin de la journée, voire le lendemain. Et la contre-signature du chirurgien, elle n'est pas obligatoire, c'est essentiellement la signature de l'anesthésiste qui compte. La péridurale est une anesthésie loco-régionale. Oui, elle n'est jamais éco-guidée pourtant. Jamais, c'est faux, elle peut être éco-guidée, la péridurale. Vous recevez donc KFP 1. Vous recevez Monsieur C, 75 ans en salle de réveil, après mise en place d'une prothèse de hanche. Il est diabétique sous insuline, hypertendu et il est psychiatrique avec une schizophrénie. Il a 98 de SAT sous 2 litres. Il a 120-70 de tension artérielle. Il a 55 de fréquence cardiaque. Et il a 10 sur 10 au niveau de la cicatrice. Il s'agit d'une douleur neuropathique. Il s'agit d'une douleur centrale, alors périphérique ou centrale pour la neuropathique, d'une douleur nociceptive, d'une douleur mixte ou d'une douleur nociplastique. Effectivement, c'est la réponse C. Donc, je vous ai remis ici l'algorithme, enfin l'arbre des douleurs, avec les douleurs nociceptives qui peuvent être soit post-traumatiques, soit post-opératoires, des douleurs nociceptives inflammatoires. Euh, Vous avez les douleurs neuropathiques à type de lésion nerveuse, qui peuvent être soit centrales, soit périphériques. Vous avez des douleurs nociplastiques, qui cette fois-ci est un diagnostic d'élimination, et donc vous n'avez pas de subsymptômes anatomiques. Vous avez des douleurs mixtes et puis vous avez les douleurs de la personne âgée, les personnes cancéreuses. Ça, c'est dans votre item spécifique. C'est pas détaillé ici. Donc la patiente présente une douleur nociceptive post-op. Quelle est votre prise en charge? Éliminer une complication chirurgicale. Je vous rappelle qu'il vient pour une prothèse totale de hanche. Il est diabétique, schizophrène et il a mal à 10 sur 10 au niveau de la cicatrice en post-op immédiat. Vous débutez une analgésie multimodale. Vous débutez une titration de morphine. Vous associez un palier 1 et 2 uniquement. Un palier 1 et 3 uniquement. Vous associez un palier 2 et 3 uniquement. Il est possible d'associer un palier 1, 2 et 3. Vous rassurez le malade. Vous prenez un avis au psychiatre de garde. Vous faites remonter le patient en chambre dès que la titration est finie. Donc, ABC, GH. Yes. Donc, vous avez mis une complication chirurgicale, on l'a dit, hein, c'est vraiment votre obsession de, un, calmer la douleur et deux, vérifier qu'il n'y a pas de complications. Vous débutez une anesthésie multimodale, bien sûr, pas de souci avec ça. Vous débutez une titration de morphine, évidemment. Et là, le malade, il a 10 sur 10. C'est une douleur post-opératoire nociceptive. Il faut jouer sur plusieurs facteurs. Le malade est scopé en salle de réveil. Il n'y a aucune contre-indication à utiliser l'ensemble des paliers. D'accord? Euh,
je sais ce que vous allez me poser comme question et me dire sur l'association palier 2 et 3. Si c'est deux paliers différents, c'est bien qu'il y a une raison et que le palier 2, c'est pas enfin, c'est pas de la morphine. Et donc, en salle de réveil, sur un malade scopéique qui vient de se faire ouvrir le ventre, ouvrir la hanche, vous avez le droit d'associer les deux. Vous rassurez le malade, bien évidemment, et vous ne prenez pas d'avis au psychiatre de garde qui, là, va vous prendre lui pour un fou, puisque déjà, il faut calmer la douleur et le malade, s'il était équilibré en préopératoire, il n'y a aucune raison que juste une anesthésie de 2 heures le déséquilibre. Et bien sûr, vous ne remontez pas le malade dans sa chambre tout de suite. Il va falloir surveiller quelques temps, d'une part parce qu'il est hyperalgique et d'autre part parce qu'il a une maladie psychiatrique. Il n'y a pas d'heure définie. D'accord? Ça, c'est vraiment l'appréciation de l'anesthésie sans salle de réveil. C'est lui qui va décider s'il y a besoin de le surveiller une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, une nuit, etc., etc. Les paliers, euh, je vous ai mis là. Vous avez les paliers, donc le palier 1, paracétamol, néfopam. Aspirine INS, ce sont des analgésiques, mais on essaye de plus les utiliser sur les effets secondaires. Vous avez le tramadol essentiellement en palier 2 et les morphiniques en palier 3. L'association est possible. Vous allez surtout réévaluer à chaque fois votre patient pour, en gros, faire d'emblée soit palier 1, palier 2, soit palier 1, palier 3, soit les trois paliers en même temps, et pour rapidement trouver la meilleure molécule avec le moins fort dosage et la moins grosse association qui va permettre de sortir le malade en salle. Et voilà, vous allez désescalader le plus vite possible. Bonsoir madame, j'ai 55 ans après une hystérectomie. Je ne comprends pas ce que veut dire nociplastique. Vous pourrez expliquer. Nociplastique, en fait, c'est juste le terme pour dire il n'y a pas de. C'est le nom pour dire qu'il y a pas de cause retrouvée. Ça veut juste dire ça, en fait. Ça veut dire il n'y a pas de cause. Bon, c'est pas une douleur nociceptive. C'est pas une douleur, je vous remets, c'est pas une douleur nociceptive, c'est pas une douleur neuropathique. On peut pas la définir. C'est ni l'une ni l'autre. Et c'est donc une douleur nociceptive. C'est vraiment on ne peut pas caractériser votre douleur. Substratum, ça veut juste dire il n'y a pas de, c'est ça, il y a pas de substratum anatomique, ça veut dire il n'y a pas de cause anatomique retrouvée à votre douleur. On ne sait pas. On ne dit pas que vous n'avez pas mal, il y a pas vous avez mal, ça on le sait, mais on ne peut pas savoir pourquoi. Et donc, souvent, quand on ne sait pas pourquoi vous avez mal, c'est difficile de vous soulager. Hystérectomie, 55 ans, vous êtes en salle de réveil. On note une hypertension artérielle, elle a 98 de Satsu 2 litres, elle est hypertendue, tachycarde, elle a une douleur à 10 sur 10. Vous débutez une titration de morphine et, comme tout à l'heure, vous êtes appelé pour une bradycardie, une bradypnée à 5 et une somnolence. Et bon, là, c'est facile, on va aller vite. Effectivement, elle est surdosée en morphine. Votre prise en charge. Bon, vraiment, j'insiste parce que c'est un des points on va dire, le plus médical de l'anesthésie, c'est vraiment les complications liées aux drogues et liées à la chirurgie. Et donc, en fait, l'anesthésie en tant que telle, c'est pas tant médical que ça, en tout cas pour vous, à votre niveau. Mais par contre, les complications de l'anesthésie, de l'intubation, de l'inhalation, des chirurgies, c'est quelque chose que vous devez connaître. Donc, elle a un surdosage amophile. Qu'est-ce que vous faites? Vous la transférez en réa en urgence, vous faites une radio de thorax, vous faites un scanner cérébral, vous cherchez une hydriase, vous l'intubez, vous faites de l'analoxone, vous poursuivez la titration de morphine parce que quand même elle avait mal, vous poursuivez l'administration des autres antalgiques, vous faites une surveillance prolongée en SSPI, vous vérifiez la prescription et les doses injectées, et vous cherchez une hyperglycémie. Alors, vous transférez en réanimation. Non, hein, vous êtes en salle de réveil avec des réanimateurs, des anesthésistes, des infirmières. Le malade est scopé, il n'y a pas de raison.
La radiothorax, ça ne vous apportera rien. Le scanner, on en a parlé tout à l'heure. La midriase, non, c'est le myosis. L'intubation, non. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez une cause réversible. Et en fait, vous allez mettre de la naloxone et la patiente va se réveiller. D'accord? Donc là, quand vous avez une cause réversible, il n'y a pas besoin d'intuber les malades. Vous lui mettez de la naloxone. Oui. Vous poursuivez la tristration? Non, bien sûr. Vous surveillez les autres analgésiques? Oui, on l'a dit, hein, quand vous allez mettre de la naloxone, ça va enlever complètement la morphine, totalement. Et donc, en fait, la patiente va se réveiller avec des douleurs. Vous faites une surveillance prolongée à la SSPI? Oui. Vous vérifiez la prescription et les doses injectées? Oui, on en a parlé tout à l'heure. Vous recherchez l'hyper? Non, c'est plutôt l'hypoglycémie. Vous recevez Madame M, 20 ans, en consultation d'ACNI pour sa grossesse. Pas d'antécédent. Elle a 10,5 de tension, tachycarde à 90, 98 de Saturne ambiant. Elle vous pose des questions sur la péridurale. C'est une injection unique de courte durée. Il s'agit d'un geste à réaliser dans les conditions stériles. L'administration se fait directement dans le LCR. La patiente aura un bloc moteur complet. Il sera possible de réaliser le geste même en cas d'anomalie de l'hémostase. Il se peut que l'anesthésie soit incomplète. La brèche de la dure-mère est une complication possible. Elle est obligatoire pour un accouchement voix basse. Il est possible de réaliser une césarienne sous péridurale. Il s'agit d'une anesthésie loco-régionale centrale. Il s'agit d'une loco-régionale périphérique. Et on me pose en même temps les questions. Du coup, on s'assure que les autres analgésiques ne sont pas des opiacés. Bah, de toute façon, à part la morphine, tu n'auras pas d'autres opiacés, hormis le tramadol qui est un opiacé faible. Et ça, le tramadol, pour faire un surdosage en tramadol, franchement, il faut y aller. Surtout que le tramadol, tu vas le donner par intervalle de 4 à 6 heures. Là, souvent, ce qui pose problème, c'est la titration forte en l'espace de quelques minutes. C'est la titration de morphine. Et tu ne fais pas de titration de tramadol. Donc, oui, tu peux t'assurer qu'il n'y a pas d'autres opiacés, mais si tu veux, à part le paracétamol, tu n'auras pas d'autres molécules pour remplacer ta morphine. Euh, enfin, paracétamol et tramadol. L'acupan, ça reste un palier 1. Donc, en fait, entre paracétamol et acupan, bah, tu choisis un peu celui que tu veux. Et le patient, il vient quand même d'avoir une grosse opération, une chirurgie, et donc il a mal. Et le paracétamol tout seul, même si ça marche bien, ça ne va pas suffire. Alors, il s'agit d'une courte durée. Non, on met un petit cathéter et donc en fait, on peut faire jusqu'à 5 jours de péridurale. Il s'agit d'un geste en conditions stériles. Oui. Se fait directement dans le LCR. Non. Ça, c'est la rachianesthésie. Je pense qu'on verra un petit. Voilà, il y a le schéma juste après. Euh, la péridurale, c'est donc péridurale, c'est autour de la dure-mère et donc c'est avant le LCR. Le bloc moteur complet, non. Au contraire, justement, il faut vous imaginer que bah, quand les patientes sont en train d'accoucher, il faut qu'elles aient plus de douleur, mais il faut qu'elles puissent quand même bouger les jambes et avoir quand même la possibilité de pousser. Il sera possible de réaliser même en cas d'anomalie de l'hémostase? Bah non. Si vous, avez, vous allez quand même aller mettre une énorme aiguille et un tuyau dans un espace qui n'est pas fait pour, pas loin de la moelle, donc pas de geste possible. Il se peut que ça soit incomplet, oui. Ça, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Le petit cathéter, il est vraiment tout petit. Et donc, en fait, quand on le monte, il faut vraiment imaginer que vous avez votre colonne, le cathéter. Et je vais faire comme ça. Et en fait, comme c'est un petit bout de plastique, en fait, comme une perfusion, et bien, en fait, vous ne maîtrisez pas si, quand vous le montez, il va un peu à droite, un peu à gauche. Après, on a des techniques pour essayer d'équilibrer, mais des fois, bah, ça ne suffit pas. Et on n'a pas, voilà, c'est une péridurale qui n'est pas complète. La brèche de la dure-mère est compétition possible, oui. Parce qu'en fait, on s'arrête juste avant la dure-mère, mais on peut la perforer. C'est obligatoire pour l'accouchement repasse? Non. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il est possible de réaliser une césarienne sous anesthésie péridurale? Oui. Donc, c'est en fonction des drogues qu'on met dans la péridurale. Soit on aura juste une anesthésie pour accoucher voix basse, soit si on a besoin que la patiente ne bouge plus et une vraie grosse anesthésie et ne sente plus rien du tout, on réinjecte un autre médicament dans la péridurale. Et c'est une anesthésie recogérale centrale. Pour la personne qui m'avait demandé tout à l'heure pour la péridurale, si tu veux être le plus précis possible, à ce moment-là, on peut préciser que c'est l'anesthésie loco-régionale périphérique qui nécessite une échographie et que l'anesthésie loco-régionale centrale, je peux te l'accorder, ne nécessite pas forcément. Mais on peut faire des péridurales sous échographie, notamment chez les personnes en surpoids et obèses. Ça nous aide beaucoup pour visualiser les vertèbres. Donc voilà, la péridurale, j'en ai parlé. On injecte le petit cathéter vraiment dans l'espace péridural avant la moelle avec un filtre antibactérien. On ne fait pas ça s'il y a un sepsis local, hein, c'est-à-dire là où on va piquer, des troubles de l'hémostase et bien sûr si la patiente refuse.
les conséquences, c'est la brèche de la dure mère avec le bloc patch. Donc, si jamais l'aiguille va trop loin et perce ici, ben, vous pouvez avoir une fuite du LCR. Donc, c'est une hypotension du LCR ou un syndrome post-PL, on l'appelle comme vous voulez. Et le traitement, c'est d'aller réinjecter du sang de la patiente ici pour aller colmater la brèche pour éviter que ça fuit. Ok, et Monsieur, ben oui. est-ce que vous pouvez expliquer la différence entre une anesthésie loco-régionale centrale et périphérique, s'il vous plaît? Alors, centrale, est-ce que j'ai le schéma? Non, j'ai pas le schéma. Centrale, ça va toucher en gros la moelle. Donc en gros, c'est la péri ou la rachis. Là, vous avez ici une rachis anesthésie. Bon, je vous ai donné la réponse officielle en même temps, mais c'est une rachis anesthésie, c'est dans la moelle. Et donc, en fait, vous allez injecter en one shot et la péridurale, pareil. C'est juste avant, c'est dans l'espace rose. C'est dans la péridurale. Donc, en fait, et périphérique, bah, en gros, ça va être, vous allez endormir les membres, vous allez endormir la face, vous allez endormir une jambe, un bras, un ventre. Vous pouvez endormir, chez les enfants, vous pouvez endormir, je ne sais pas moi, la région périnéale. Euh, voilà, c'est ça la différence. D'accord, merci beaucoup. Donc, bon, là, la photo, je vous l'ai dit, c'est une rachianesthésie. Donc cette fois-ci, on va aller injecter un produit. En fait, vous allez faire une PL, tout simplement, et vous allez injecter l'anesthésique dans le LCR, qui est blanc là sur ce schéma. Et donc, ça va faire une anesthésie complète de la patiente. La complication, c'est la dure-mère, la brèche de la dure-mère. Bah oui, bah, de toute façon, on fait une brèche de la dure-mère. Donc, la plupart du temps, c'est une toute petite aiguille atraumatique. Donc, en fait, il n'y a pas de fuite de LCR dans l'espace péridural. Mais si vous avez une fuite, ça s'appelle une brèche. C'est une anesthésie locorégiale centrale, bah, je vous l'ai dit, hein, comme la péridurale. Et ça entraîne un bloc sympathique. Oui, ça peut entraîner des hypotensions parce que ça vasodilate les vaisseaux en dessous de l'anesthésie. Concernant la péridurale, il n'est réalisable que pour une anesthésie obstétricale. Elle diminue les complications post-op. Elle entraîne un bloc sensitif. L'administration d'anesthésique peut se faire à l'aide d'une pompe déclenchée par le patient. Un cathéter est mis en place dans le LCR. Donc ça diminue les complications post-op, puisqu'en fait le malade a pas mal. Il faut imaginer que quand le malade a pas mal, ben, en fait, il va mieux respirer, il va moins faire d'hypertension, il va moins saigner. Donc le but, c'est de soulager les malades. Et pourquoi on soulage les malades? Bah, évidemment, bah, parce qu'il faut les soulager, mais surtout bah, parce qu'en fait, ça augmente, enfin ça diminue pardon, les complications. On peut mettre les malades au fauteuil, ils peuvent marcher, ils font moins d'infections, etc., etc. Ça entraîne un bloc sensitif. Bah oui, c'est le principe de la péridurale, ça entraîne un bloc sensitif. Donc, la patiente ne sente pas la, euh, la douleur. Par contre, ça n'entraîne pas de bloc moteur, sauf si on le décide nous-mêmes. L'administration d'anesthésique peut se faire à l'aide d'une pompe déclenchée par le patient. Oui, c'est comme la PCA de morphine, sauf que ça s'appelle une PCEA. E, c'est pour épidural en anglais. Et donc, la patiente peut s'injecter elle-même des bolus dans la péridurale. Et un cathéter est mis en place dans le CR. Non, on ne fait jamais ça. Voilà. On me demande, le bloc sympathique ne peut survenir que sur les rachis ou sur toute anesthésie loco-régionale centrale. Non, toute anesthésie loco-régionale centrale peut entraîner un bloc sympathique. Euh, dans la péridurale, c'est pas tout le temps. Par contre, dans la rachianesthésie, c'est 100% des cas entraînent un bloc sympathique. Plus ou moins bien toléré. La plupart du temps, les patients c'est bien toléré. Mais en tout cas, la péridurale, c'est pas tout le temps. Et Oui, allô. Ouais. Tu peux appeler tu peux appeler le 42 parce que je suis en cours. Ouais, merci. Donc la péridurale, c'est pas tout le temps. Par contre, la rachianesthésie, c'est tout le temps le bloc central. Le bloc sympathique. Concernant la toxicité des anesthésiques locaux, on l'a vu tout à l'heure. Est-ce qu'on peut avoir un goût métallique, des paresthésies, des convulsions, un coma ou un arrêt cardiaque? C'est quoi les signes du bloc sympathique? Hypotension, tachycardie, malaise, et puis surtout bloc moteur en fait. C'est l'activation du système sympathique. Donc ça, faut revoir. On va pas avoir le temps de détailler là, mais il faut revoir vos cours de P2 ou de P1, je sais plus. Euh, mais voilà, c'est ça. Vous avez bloqué le système sympathique.
en dessous du nombril. Alors, les toxicités des anesthésiques locaux. Bon, donc, tout est bon. Vous avez goût métallique, paresthésie, les convulsions, le coma. Donc, ça, c'est le passage d'anesthésique dans le sang, ce qu'il ne faut pas. Ça, je vous ai remis la même diapo que tout à l'heure avec les complications. Concernant les caractéristiques de la douleur, une douleur aiguë est protectrice. La compensante affective de la douleur aiguë est l'anxiété. Une douleur chronique peut être de mécanisme nociceptif. Une douleur aiguë est transitoire ou de durée inférieure à 3 mois. Une douleur chronique peut entraîner une dépression. Tout est vrai. Donc, une douleur aiguë est protectrice. Effectivement, c'est un signal d'alarme, hein. C'est pour vraiment alerter le patient qui doit après vous alerter. Donc, c'est qu'il se passe quelque chose. Soit c'est provoqué par le chirurgien ou la chirurgie, soit c'est provoqué par autre chose à l'intérieur du corps. La composante affective de la douleur, la composante affective de la douleur aiguë et l'anxiété, oui. Une douleur chronique peut être de mécanisme nociceptif, oui. Une douleur aiguë et transitoire ou de durée inférieure à 3 mois, oui. Une douleur chronique peut entraîner la dépression, oui. Voilà, je vous ai remis ici le tableau qu'il y a dans le collège. Euh, une douleur aiguë, elle est utile, elle est protectrice, c'est un signal d'alarme, elle dure moins de 3 mois, elle est réversible. Ça peut être nociceptif ou inflammatoire, c'est de l'anxiété et ça répond aux antibiotiques standards. Et à l'inverse, la douleur chronique, c'est inutile, c'est répétitif ou 3 mois. C'est persistant, c'est donc soit nociceptif, soit nerveux, soit les deux. Et ça entraîne une dépression qui entraîne elle-même de la douleur chronique et donc ça s'auto-aggrave. Et à ce moment-là, il faut faire d'autres approches thérapeutiques. Est-ce qu'il y a un seuil pour la toxicité des isoclos? Oui, oui, mais ça dépend de là où tu injectes et de la molécule utilisée. Donc, je ne peux pas te répondre comme ça. C'est dépendant de la molécule et dépendant du site où tu as injecté. Et donc, en fait, il y a une dose maximale à respecter qu'on atteint franchement pas très souvent. Mais oui, oui. Concernant les prescriptions d'antalgiques standards, le choix du palier repose sur l'évaluation de l'intensité de la douleur. Une EVA faible est titrée par un palier 2. Une réévaluation de la douleur est obligatoire à H6. Il est possible d'associer un palier 1 avec un palier 3. Et il est possible d'associer deux AINS. A et D, effectivement, le choix du palier repose sur l'intensité de la douleur. On a envie de calmer très vite, très fort, et après de rétrocéder. La douleur faible V1 à 3, c'est un palier 1. La douleur, elle n'est pas réévaluée à H6, elle est réévaluée beaucoup plus tôt, entre H1 et H2. Il est possible d'associer un palier 1, un palier 3, oui. La morphine et le paracétamol sont amis l'un de l'autre et donc en fait se potentialisent l'un l'autre, donc c'est vraiment la meilleure association. Et par contre, on n'utilise pas deux ANS en même temps. Déjà un seul, on est très prudent avec les effets secondaires. Les antalgiques, on les a déjà remis. Concernant le paracétamol, c'est un palier 1. La réévaluation du point du contexte aussi, oui, oui, bien sûr. Ça répond de tout. Ça répond de la réévaluation, elle dépend de est-ce que votre malade est soulagé? Est-ce qu'il y a des effets secondaires de votre traitement? Est-ce que vous savez que c'est une chirurgie où le malade va avoir mal pendant 3 4 jours? Est-ce qu'il est vieux? Est-ce qu'il a insuffisance rénale? Tout dépend de tout, bien sûr. Donc le paracétamol, c'est un palier 1, c'est uniquement un antalgique. La dose toxique, c'est 10 grammes en une prise. L'automédication est un problème de santé publique et une intoxication peut conduire à une transplante hépatique en urgence. ACDE. Donc, c'est un palier 1, oui. Le paracétamol uniquement antalgique, non, c'est aussi un antipyrétique. La toxicité, c'est 10 grammes en une prise, oui. Ce n'est pas à partir de 8 grammes que c'est toxique.
Hmm, c'est pas 7 grammes. Non, dans le collège, c'est 10 grammes dans mon souvenir. Alors, je ne l'ai plus là. Attendez, vous mettez le doute, mais je pense pas. Je vérifie. Ouh. Non, oui, bien sûr. Non, oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est 8 grammes. En fait, si vous voulez, c'est 8 grammes dans les plaquettes pour éviter justement d'atteindre les 10 grammes. Mais en fait, si tu manges deux plaquettes, enfin, ou si tu manges deux boîtes, voilà. Enfin, c'est juste pour. Dans les plaquettes, ils ont fait exprès pour pas avoir la dose mortelle dans une plaquette. Mais je suis sûr de moi, dans le collège, c'est 10 grammes. Voilà. Mais non, non, c'est la toxique. Enfin, c'est bien 10 grammes. De toute façon, c'est tout mon cours là, il est basé sur le collège, hein. J'ai rien inventé. Concernant les prescriptions de la morphine, il faut écrire en toutes lettres. C'est une ordonnance sécurisée. L'association avec un palier 2 est recommandée. La durée maximale est de 2 mois. Et il faut que le patient soit scopé pour pouvoir recevoir de la morphine intraveineuse. Hop. AB. Donc, il faut écrire en toutes lettres. C'est une ordonnance sécurisée. C'est franchement pénible, mais c'est comme ça. L'association avec un palier 2 est recommandée. Eh ben, non, elle est possible, mais elle n'est pas recommandée. La durée maximale, c'est 2 mois. Non, c'est 1 mois. Et il faut que le patient se scopé pour avoir de la morphine intraveineuse. Non. Vous avez des malades avec des PCA de morphine dans les étages. Et donc, ils ne sont pas scopés. Et donc, il n'y a aucun souci pour avoir de la morphine IV. Par exemple, avoir un soin douloureux. Vous faites 1 ou 2 milligrammes de morphine en une fois. Donc, non, non. PCA, c'est titration? Non. PCA, c'est une pompe. Et les patients, ils appuient autant qu'ils veulent avec une période réfractaire. Donc, ils ne peuvent pas s'injecter trop de morphine. Donc, ça, c'est vraiment c'est sécurisé. Et ça reste de la morphine intraveineuse. Et vous pouvez le faire en salle, sans souci. Et pareil, vous avez le droit qu'il y a des chances de la titration. La titration, c'est l'infirmière qui va avoir sa seringue de morphine dans la main et qui va, en fonction de ce que lui dit le malade, injecter. Donc, elle peut injecter jusqu'à 15-20 milligrammes en l'espace de 20 minutes. Alors que la PCA, le patient, il pourra prendre 1 milligramme au maximum toutes les 7 minutes. Donc, en 20 minutes, il pourra prendre au grand max 3 x 7, 21, 3 milligrammes. Alors que la titration, c'est vraiment tu réévalues toutes les 2 à 3 minutes et l'infirmière, elle réinjecte de la morphine si besoin, pour vraiment casser la douleur rapidement. Alors que la PCA, ça sera sur du plus long terme. La morphine, c'est pour les douleurs intenses. Les contre-indications, c'est l'insuffisance respiratoire sévère, parce qu'en fait, bah, ça donne des bras dictés, donc on essaie d'éviter. L'insuffisance hépatocellulaire sévère aussi, parce qu'il y a le risque d'accumulation. Et donc, les prescriptions, eh ben, c'est l'identité complète, l'identité du patient. Il faut bien tout écrire, la posologie, le médicament, la date, tout doit être en toutes lettres. On peut faire des presses pour 7, 14 ou 28 jours maximum. Il faut écrire la dose prescrite. Donc, si vous mettez 10 milligrammes de Skénan toutes les 6 heures pendant 28 jours, vous devez calculer pendant 28 jours quelle dose totale ça fait et vous devez l'écrire. On doit savoir si c'est une prescription unique ou si le patient a le droit, enfin la pharmacie a le droit de renouveler la prescription de morphine. Et vous devez noter si le patient il peut faire du LP et de l'interdose. Donc ça, vous devez vraiment tout écrire dessus. Les effets indésirables, bah, c'est ce que vous connaissez, hein, la morphine, la nausée, les vomissements, les somnolences, la constipation. Et puis, bien sûr, les surdosages que je n'ai pas mis là, avec les signes de surdosage. Concernant la générale, je ne suis pas sûr de comprendre la chose. En gros, la morphine, tu as des morphines, par exemple le Skénan et l'actiskénan. Donc, tu as des doses, le Skénan, c'est du LP, donc tu prends 1 à 2 doses par jour qui vont te couvrir toute la journée. Et en plus, pour des douleurs aiguës ponctuelles, tu as le droit de prendre du non-LP, donc la courte libération. Et donc, c'est de l'actiskénan. Et donc, tu as le droit de prendre en plus ces médicaments-là. Enfin, oui, c'est ça. Ça reste de la morphine, mais à libération plus courte, pour te faire des shoots de morphine, entre guillemets.
Concernant l'anesthésie générale, son objectif, c'est de perdre la conscience. Son objectif, c'est d'assurer une analgésie. Son objectif, c'est d'assurer un relâchement musculaire. L'intubation est un acte non douloureux et la capno, donc la mesure du CO2 expiré, est obligatoire. A, B, C, E. Donc, son objectif, c'est de perdre la conscience. Oui. D'assurer une analgésie. Oui. Le but, c'est pas que le malade ait mal, hein. Le but, c'est d'assurer un relâchement musculaire. Oui. Donc là, vous avez les trois médicaments qu'on utilise. Perte de la conscience, donc c'est un hypnotique. Un analgésie, c'est un morphinique. Et un relâchement musculaire, c'est le cura. On utilise les trois. L'intubation en acte non douloureux, non, c'est très, très douloureux. Et si on ne remet pas de curare? Oui, mais donc tu as quand même utilisé un curare pour l'intubation qui a permis le relâchement musculaire de toute ta zone oropharyngée pour pouvoir bien l'intuber. Donc, tu as quand même utilisé un curare. Et la capno est obligatoire, oui. On doit vérifier qu'on est bien dans les poumons. Les trois objectifs, perte de conscience, analgésie, relâchement musculaire. J'aurais pu rajouter, en plus de dire faciliter le geste interventionnel, faciliter aussi le geste d'intubation. Il en reste plus beaucoup. Concernant la scission corrégionale, c'est utile pour les personnes âgées. Elle permet une conservation de la conscience. Elle permet une diminution du risque allergique. Elle peut être utilisée en ambulatoire et elle permet une mobilité précoce. Alors, j'ai une ordonnance de méthylphénidate sans interdose ou hors LP. J'ai toujours un chaud. Le chevauchement sur la zone sécurisée. Je pense que c'était lié au fait qu'on peut venir avec notre prochaine ordonnance. Ah, peut-être aussi. J'avoue que je... Non, ça, regarde, je te remets la presse de... Ça, c'est si c'est délivrance unique ou non. Mais je suis pas sûr que la pharmacie te donne de la morphine alors qu'il t'en reste. Ou il est censé t'en rester. Tellement sécurisé, tellement... Ça, j'avoue, de Joker. La pharmacie de ville, je sais pas comment ça fait. Je ne saurais pas te dire. Donc, la question 9, tout est bon. Utilise personnes âgées, oui, parce qu'on n'a pas envie de faire d'intubation, d'anesthésie générale. Ça permet. Ok, le chevauchement de la morphine doit avoir ses spécificités. Peut-être, ouais. Elle permet une conservation de la conscience. Elle permet une diminution du risque allergique. Oui, puisqu'en fait, on utilise moins de médicaments d'anesthésie qui sont très allergisants. Elle peut être réalisée en ambulatoire. Et elle permet une mobilisation précoce. Oui, tout est vrai. L'anesthésie occasionnelle, bah, en fait, c'est surtout utile, mais on peut l'utiliser pour tout le monde, hein, mais c'est surtout utile pour les personnes âgées, les patients fragiles, les BPCO qu'on ne veut pas intuber. On garde la conscience, on diminue les doses de morphine, parce qu'en fait, on met des anesthésies locaux pour diminuer la douleur. On peut garder le cathéter en post-opératoire de péridurale, par exemple, donc ça, on peut l'utiliser pendant 4-5 jours après. On peut manger plus vite, on peut se mobiliser plus vite, et on peut faire de l'ambulatoire. Concernant les caractéristiques de la douleur, une douleur peut être spontanée. Une allodie dynamique est une douleur provoquée au frottement. Une dysesthésie est une douleur associée à des sensations anormales non douloureuses. Une douleur nociplastique est un diagnostic d'élimination. Et les douleurs de neuropathie diabétique sont des douleurs nociceptives. A, B et D, donc c'est une douleur peut être spontanée, oui. Une allodie dynamique, c'est bien une douleur provoquée au frottement. Une dysesthésie, c'est une douleur associée à des sensations normales douloureuses et pas non douloureuses. Une douleur nociplastique est une diagnostic d'élimination. Et les douleurs neuropathiques sont des douleurs nociptives, non. Je vous ai remis ici les définitions des douleurs. Donc, vous pouvez avoir des douleurs spontanées, au froid, des charges électriques. Vous pouvez avoir des douleurs provoquées à type d'hyperalgésie, d'allonie statique, d'allonie dynamique. Et vous pouvez avoir des douleurs à sensation anormale non douloureuse, comme les fourmillements,
Vous pouvez m'expliquer en quoi ça diminue le risque allergique? Ouais, je finis ça et je vous explique. Associé à des sensations anormales non douloureuses, paresthésie, donc les picotements, les fourmillements, et des douleurs sensations anormales, donc les dysesthésies. Ça, c'est des paresthésies qui sont douloureuses. Pourquoi ça diminue le risque allergique? En gros, en anesthésie, on n'utilise que des médicaments allergisants. Les curares, les anesthésiques locaux et les antibiotiques. Donc, il y a énormément de chocs anaphylactiques au bloc. Enfin, énormément. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a plus qu'en salle, puisqu'on utilise notamment les curares, et les curares sont très allergisants. Et donc, comme on n'utilise pas de curare, puisqu'on ne fait pas d'AG, parce qu'on fait une péridurale, eh ben, on diminue le risque allergique. Voilà, sur le site de l'ASFAR, il y a pas mal de choses qu'on a vues aujourd'hui, notamment l'anesthésie, la réanimation, le jeûne, etc. Le site est vraiment bien fait et vous avez des fiches un peu explicatives pour expliquer, pour comprendre un peu tout ça et puis surtout pour lire d'une façon différente qu'un cours de médecine qui peut être quand même un peu fastidieux. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Moi, j'avais deux questions. Ouais. Si on n'arrive pas, si on fait la préoxygénation, mais qu'on n'arrive pas à intuber le patient, du Ouais. coup, il y a encore l'effet des curares, on fait Ouais. comment? Alors, c'est une bonne question. On n'est pas très à l'aise. On utilise normalement en situation d'urgence un curare rapide. Donc, normalement, au bout de 5-10 minutes, il n'y a plus de curare. Donc, en fait, on va ventiler le malade pour essayer de lui amener de l'oxygène. On ne va pas l'intuber, mais on va essayer de le ventiler en attendant qu'il se réveille. En fait, on va réveiller le patient. Après, je vous en ai pas parlé là parce que c'est pas important pour vous pour le CN, enfin pour le DN, mais en gros, on a différentes techniques pour intuber les malades et dans on va dire 99% des cas, on arrive à les intuber ou alors on arrive au moins à les ventiler. Euh, et, euh, et quoi d'autre? Donc ça, c'est voilà. Si jamais on utilise un autre curare, et ben en fait, pareil, on a des antagonistes des curares. Et donc on va antagoniser les curares et on va attendre, on va couper les médicaments hypnotiques et on va attendre que le malade se réveille et reprenne une ventilation par lui-même. Mais c'est pas une situation qu'on apprécie, hein. Si le malade, pendant tout ce temps-là, il est pas intubé, il risque d'inhaler, même s'il est à jeun. Ok, merci. Et aussi, quand on fait l'anesthésie loco-régionale, on Ouais. vise quel endroit en fait à l'écho? Enfin, on- Et ben en fait, à l'écho, vous avez des nerfs. En fait, vous voyez les nerfs à l'échographie. Vous allez mettre le produit juste autour des nerfs pour aller endormir le nerf. Donc, par exemple, dans le creux axillaire, ben, vous avez quatre nerfs, l'axillaire, le musculocutané, l'ulnaire et le médian. Et donc, vous allez endormir les quatre nerfs grâce à votre échographe pour aller endormir chaque petit nerf. Ok, merci. Pas de souci. Le diapo sur le chat, ça marche? Je peux faire ça? Je regarde. Alors, c'est bon, vous l'avez? Ok. Le docteur Le Corvoisier m'a dit qu'il arriverait à 15h30. Donc voilà, nous, c'est nous pour nous, c'est fini. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et vous pouvez m'envoyer un mail ou pas de souci. Et 15h30 pour la séance de thérapeutique. C'est bon pour vous? C'est avec l'arachide qu'on peut cibler juste un seul niveau. Je comprends pas ta question. En fait, je voulais dire,
Pendant l'arachide, du coup, si on veut endormir qu'un seul endroit, comment on fait pour cibler si l'anesthésie... Non, ça c'est plutôt la est- péridurale. En fait, la péridurale, en fonction de là où tu vas la positionner sur ta colonne vertébrale, tu vas endormir une zone. La Ah, rachianesthésie, vu que tu l'as fait de toute façon en bas, puisqu'en fait tu traverses la dure mère, donc en fait il faut que tu sois comme une PL en dessous de la moelle. En fait, il ne faut pas que tu ailles piquer dans la moelle, sinon tu vas avoir des problèmes. Donc en fait, la rachianesthésie, c'est forcément en L4, L5 ou L3, L4. Et donc en fait, avec une rachianesthésie, tu endors le bas du ventre pour une césarienne, toute la région du pelvis pour la chirurgie urologique gynéco et les jambes. Mais en ah, gros, ok. ta rachianesthésie, tu ne pourras jamais faire une rachianesthésie, en gros, pour le thorax ou pour l'abdomen haut. Ça sera une péridurale. Ah, ok, je vois, merci. Voilà. OK? Excusez-moi. Oui. Pour les douleurs post-op, Ouais. euh, du coup, ça peut être soit des douleurs nociceptives, soit des douleurs mixtes, c'est ça? Parce que tout à l'heure, dans le DP sur la prothèse de hanche, Ouais. on avait dit que c'était une douleur nociceptive. Enfin, est-ce que c'est parce que c'était au niveau de la cicatrice seulement, c'est ça? Parce que dans quel cas, du coup, c'est des douleurs mixtes? C'est Bah, s'il y a parce que besoin de ça peut être des faire, douleurs mixtes quand, par exemple, le chirurgien a les hernières. D'accord. Et là, comme c'était précisé que c'était au niveau de la cicatrice, on ne Ouais. posait pas de J'avoue que j'ai questions. voulu faire un truc assez simple en disant que dans 95%, 99% des cas, quand le malade a mal en post-op, c'est parce qu'on lui a coupé la peau. Enfin, tu vois, Oui. D'accord. c'est... Certes, tu as des petites ramifications nerveuses, mais en fait, ça reste une douleur de traumatisme. Oui, donc quand on fait une section de la peau, enfin, on se dit pas que c'est une douleur neuropathique, même s'il y a les Non, 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 auxiliaires non, la douleur périphériques. neuropathique, bah, la question, là, voilà, pour le diabétique, c'est en douleur mixte. Bah, le diabétique, c'est essentiellement des douleurs neuropathiques, en fait. D'accord? Merci. Là, pareil, l'alcoolique, c'est des douleurs neuropathiques. Neuropathique, faut imaginer que c'est vraiment, vous avez coupé un nerf et vous avez mal quelques jours après. C'est pas au moment où vous coupez le nerf que vous avez mal, quoi. C'est, ouais, faut vraiment faire la part des choses entre le traumatique et puis le neuropathique, quoi. Ok, bonne journée à tous.